Coucou, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu psychologique. Parce que nous sommes tout en train de jouer. La vie est un jeu. Nos interactions avec les autres, ce sont des jeux. Notre communication avec l'autre, c'est un jeu. Et ce jeu est appelé le jeu psychologique. Il y a des gens qui sont des victimes. Parce que dans ce jeu, c'est un triangle. C'est ce qu'on appelle le triangle dramatique. Et dans ce triangle dramatique, nous avons une victime, nous avons un bourreau et nous avons un sauveur. Donc, dans notre vie de tous les jours, il y a des gens qui sont des victimes, il y a des gens qui sont des sauveurs, il y a des gens qui sont des bourreaux. La victime, c'est celle-là qui ne se reproche rien. C'est à elle que toutes les choses du monde, tous les malheurs du monde arrivent. Ce n'est jamais de sa faute quand quelque chose lui arrive. Ça, c'est la victime. C'est la sainte Nitouche. Le bourreau, c'est celui, qui s'impose, qui donne des ordres, des directives, qui persécute l'autre. Et le sauveur, c'est celui qui vient pour sauver la victime, souvent. Des fois, il veut s'opposer aussi au persécuteur, au bourreau. Donc, il y a ces trois rôles-là. Déjà, avec ce que je suis en train de dire, essaie de voir quel est ton rôle dans ces trois. Quel rôle tu joues le plus souvent? Est-ce que tu es victime? Est-ce que tu es sauveur? Est-ce que tu es bourreau? Là, nous allons juste faire un bref aperçu de ce thème qui est tellement vaste. Et justement, selon le rôle qu'on tient, selon les circonstances, nous allons tenir l'un ou l'autre de ces rôles, victime, sauveur, bourreau. Et il y a des comportements que nous avons évidemment dans ce processus, dans ce triangle, qui créent des conflits, des comportements qui génèrent ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Nous allons essayer de voir brièvement ces comportements. Il y a deux grands types de comportements. Il y a ce qu'on appelle la globalisation, où on aggrave tout, où on voit tout vraiment de manière ouf. On grossit des petits événements. Et le deuxième gros point, c'est la dévalorisation. On dévalorise l'autre. On minimise l'autre. Donc, quand on prend l'aspect globalisation, qu'est-ce qu'on a? Dans la globalisation, on exagère tout en utilisant des grands mots. Oh, c'est toujours moi qui fais ça. Oh, je suis la seule à faire ceci, cela. Oh là là, qu'est-ce que c'est grave. Ouh, comme c'est époustouflant. Oh, comme c'est dramatique. Donc, on utilise des grands mots pour qualifier des choses vraiment minimes, des choses qui ne sont pas graves. On met la panique dans le cœur des gens. Donc, c'est ça, exagérer tout. Le deuxième aspect de la globalisation, c'est de faire la langue de bois. C'est-à-dire, il y a un problème, au lieu de le régler, on fait comme si on ne voit pas le problème, ou bien on dit des choses d'une manière telle que on ne trouve même pas de solution. Par exemple, dans un couple, il y a un conflit, et madame se plaint, par exemple, de monsieur, et qu'est-ce que monsieur répond? Bon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les choses marchent bien dans notre couple. Mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ça, c'est la langue de bois. Dis-moi, je ferai ci, pour que notre couple fonctionne mieux. Tu dis, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, ou bien je prendrai les mesures nécessaires. Ce sont le type de phrases qui n'ont pas c'est pas concret. Ça ne donne pas de solution concrète dans une communication où on veut arranger les choses. Donc, c'est la deuxième catégorie de globalisation. On fait la langue de bois. Et la troisième catégorie de globalisation, c'est de faire des amalgames. C'est-à-dire, comme on dit, c'est de mélanger tout. On est en train de parler de quelque chose qu'on veut régler et pendant qu'on parle de ça, l'autre personne vient parler de choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de régler. Je prends un exemple. Par exemple, dans un couple, toujours je reste dans le cas du couple parce que c'est là souvent il y a des jeux psychologiques. Madame est très dépensière. Quand elle va faire les courses, elle achète des choses dont on n'a même pas besoin. Et monsieur qui lui fait la remarque, écoute, ce mois-ci, il faut qu'on nous fassions des économies, donc fais un peu attention quand tu iras faire les courses. Et qu'est-ce que madame répond? Ah ouais, c'est à toi de me faire la leçon, toi qui laisses traîner tes chaussettes partout dans la maison. Ah, où le rapport? On parle de faire des économies d'un côté, et toi tu me parles de mes chaussettes qui traînent. Regardez, ça c'est passé, comme on dit, passer du coq à l'âne. Et c'est ça
l'amalgame. Faut pas amalgamer les choses. Quand il y a un truc à dire, il faut le dire. Et souvent, ceux qui font ce genre de réaction, c'est parce qu'ils veulent reporter la faute sur l'autre. On lui dit, il fait trop de dépenses. Au lieu de reconnaître, il dit à l'autre, toi, tu mets tes chaussettes n'importe où. Voilà. Ça, c'est les 3 points de la globalisation. Je récapitule. On a l'exagération. On exagère tout. Ah, c'est toujours moi qui balaye la maison, c'est toujours moi qui descends la poubelle. Ah, c'est toujours moi qui fais les courses. Tu ne fais jamais rien. Oh, mais qu'est-ce que c'est grave ce que tu viens de faire, c'est dramatique. Oh, dramatise des petites choses, rien du tout. Deuxième point, c'est l'amalgame. On mélange les problèmes au lieu de régler les problèmes les uns après les autres. Et troisième point, c'est la langue de bois. Au lieu de parler clairement, dire les choses comme elles sont pour trouver des solutions concrètes, on tourne autour du pot. Ça, c'est la globalisation. Le deuxième comportement qui génère des conflits, c'est ce qu'on appelle la dévalorisation. Et là, nous avons beaucoup de points que nous allons voir. Le premier des points, que celui qui dévalorise l'autre dans une interaction, dans une communication, c'est celui, par exemple, qui fait des comparaisons. Et ça se passe souvent dans les familles où les parents mettent les enfants en conflit. Oh, t'as vu ton frère, lui au moins il a déjà fini ses devoirs. Oh, tu as vu celui-ci, mais il est très intelligent par rapport à toi. Donc, ce sont les comparaisons qui frustrent l'autre, qui dévalorisent l'autre. Et ça crée des conflits dans les familles, ça peut créer des conflits. La femme qui dit, ah, tu sais, le voisin d'à côté, il a offert une voiture à sa femme, toi, tu m'as rien offert. Il faut des comparaisons. Et ça, c'est pas bien pour arranger les relations, c'est pas bien pour arranger les communications dans le couple. C'est ça le premier aspect de la dévalorisation, faire des comparaisons. Deuxième aspect, c'est donner des étiquettes aux gens, coller des étiquettes sur les gens. Oh, la madame, je sais tout. Oh, monsieur le macho. Ah, ou bien donner des surnoms. Papouche, mamouche, mimi, titi. Et quand on donne ces petits noms, c'est bien, c'est chou. Mais quand on grandit, je pense qu'il faut il faut appeler la personne par son nom. Quelqu'un qui s'appelle, je prends mon cas, Mireille, au lieu de dire Mimi, bien sûr, de temps en temps on peut le dire, mais dans certaines circonstances, dans certaines situations, il faut dire Mireille. Parce que à force de dire Mimi, même dans des situations choses, la personne, cet esprit enfantin reste en elle et elle a des réactions enfantines. Donc, elle refusera de grandir selon son état de conscience. Donc, il faut éviter de donner des étiquettes aux gens. C'est frustrant. C'est dévalorisant. Oh, la madame, je sais tout. Oh, le monsieur macho. Donc, ça devient ton nom, quoi. Non, 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 non. Ça, c'est un deuxième aspect de la dévalorisation qui crée des conflits entre les hommes. Troisième aspect, c'est le déni. On est en train de régler un problème. Monsieur, par exemple, ou un frère ou une sœur fait une remarque à l'autre, dire, ah ben franchement, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Ah ouais, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux dire que je t'ai offensé? Je t'ai pas offensé. Pourtant, tu l'as offensé. Reconnais-le. Donc, les gens sont dans le déni. Ils ne veulent pas reconnaître ses fautes. Et ça, c'est pas fait non plus pour arranger les relations. Quatrième chose, c'est la moquerie. Et les gens, ils se moquent même de ce qui est sacré pour l'autre. Ils se moquent et en plus, lorsque l'autre se plaint de ce qu'il se moque, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont offensé l'autre. Donc, ils enfoncent encore le clou. Quelqu'un a une croyance, c'est sacré pour lui, mais il ne faut pas te moquer de lui. Et s'il se plaint, en plus, tu te moques de ce qu'il se plaint. Et ça, c'est pas gentil, la moquerie. C'est un facteur, c'est un comportement qui crée les conflits entre les relations humaines, dans les relations humaines. Quatrième chose, c'est l'intimidation. Donc, dans le jeu psychologique, il y a un qui voudra intimider l'autre. On intimide par des menaces directes ou indirectes. Ça, c'est pas bien. Faut reconnaître son tort. Faut pas intimider l'autre. Et toi qui te laisses intimider, faut pas te laisser intimider. Prends ton pouvoir. Parce que si tu te laisses intimider, à force de te laisser intimider, l'autre, il prend le pouvoir sur toi. Et à un moment donné, tu ne peux plus faire marche arrière. Je prends le cas d'un monsieur qui bat sa femme. Donc, chaque fois qu'elle veut se plaindre, il lui fait des menaces, il intimide soit en criant, soit en ayant un comportement vraiment d'agressivité. Et l'autre se rétracte parce qu'il a peur ou bien elle a peur. Et chaque fois qu'il y a une scène, la même situation revient, le jeu revient
Et ça fait que ça aggrave la situation à un moment donné. Et puis, l'autre se sent frustré, intimidé qu'il est. Donc, il perd sa personnalité. Cinquième chose, c'est la lecture de pensée. Dans les relations humaines, on a tendance à penser que les autres savent ce qu'on désire. Mais non! Je prends l'exemple toujours des couples. Madame a besoin d'un câlin. Monsieur, il est dans son coin, il regarde sa télé, il s'occupe même pas d'elle. Elle se dit, bon, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais marcher comme ci devant lui. Peut-être il va me voir et puis me faire un câlin. Elle lit dans sa pensée, ou bien elle se dit, oh, je vais même pas oser lui dire bonsoir parce que je suis rentrée du travail. Il est occupé, peut-être si je lui dis bonsoir, ou bien elle rentre du travail, au lieu de lui faire un câlin, oh, je n'ose même pas l'embrasser, peut-être elle va m'envoyer balader parce que peut-être elle a eu une dure journée. Il pense à la place de l'autre. Faut pas penser à la place des autres. Ou bien, dans une discussion, il y a une personne qui dit quelque chose et l'autre qui répond, oh là là, regarde comment tu te comportes, donc tu es fâché. Mais tu supposes qu'elle est fâchée parce qu'elle a dit une parole. Mais non, tu lis sa pensée. Faut pas faire la lecture de pensée. C'est pourquoi il faut exprimer sa pensée. Il faut dire ce qu'on veut concrètement. Madame ou monsieur, tu rentres du travail, ou enfant, tu as besoin de quelque chose. Papa, j'aimerais ça. Faut pas penser que ton papa va imaginer que tu as besoin de ci ou de ça. Mais faut pas penser que ta femme ou ton épouse va imaginer que tu vas lui faire un câlin ou bien que tu vas lui offrir un cadeau à la Saint-Valentin. Je sais pas, il y a tellement de choses. Oh, il va m'offrir un cadeau. Parce que c'est la Saint... Mais c'est pas évident. Si tu demandes pas ce dont tu as besoin, on peut pas le savoir. Demandez. Faites connaître aux autres vos besoins, vos envies. Alors, ils sauront comment se comporter. Faut pas supposer moi, je pense que c'est la prétention que de vouloir penser ce que l'autre, penser savoir ce dont l'autre a besoin. Non, c'est du leurre. Ça, c'est la lecture de pensée. Et le dernier point qui est non des moindres, c'est le transfert de responsabilité sur l'autre. On dévalorise l'autre en transférant les... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on fait porter à l'autre toutes ses fautes, tous ses torts. On accuse l'autre d'être à la base de ses problèmes. Mais non, il faut prendre ses responsabilités quand on est adulte. Un enfant, ça peut se comprendre. L'enfant, il est en croissance, donc on a besoin de l'encadrer. On peut dire qu'il n'est pas responsable. Mais en tant qu'adulte, nous sommes responsables. Et souvent, ceux qui sont dans le rôle de victime jouent bien ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est les autres qui sont la cause de leurs problèmes. Une femme qui est battue, ah, c'est son mari qui est le bourreau. Mais pour que tu sois battu, c'est que tu as ouvert une porte, c'est que tu as créé une occasion, c'est que tu as créé des dispositions qui font que tu es toujours battu. Tout à l'heure, je parlais d'intimidation. Si tu te laisses intimider à chaque fois que tu veux faire une revendication dans la relation, que tu te laisses intimider, l'autre, il prend le pouvoir sur toi. Et à un moment donné, il va porter la main sur toi et tu peux plus rien faire. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Faut pas transférer ses responsabilités sur les autres. Faut pas transférer ses torts sur les autres. Parce que nous sommes tous responsables. Parce que quand on transfère les torts sur les autres, on les rend coupables. Et la culpabilité, c'est quoi? C'est d'accepter de porter la responsabilité de l'autre sur toi. Non! Il a fait une bêtise, ben qu'il paye les pots cassés. Comme ça, il apprendra par l'expérience qu'il ne faut pas faire des bêtises. Donc, il ne faut pas transférer sa responsabilité. Il faut être responsable de ses actes. Donc, voici brièvement présenté ces facteurs ces comportements que nous avons dans notre vie, qui sont dans ce jeu de communication entre les humains, qui sont générateurs souvent de conflits. Et nous devons apprendre à les maîtriser. J'ai fait juste un aperçu. Si vraiment tu veux rentrer dans les détails, alors clique sur le lien qui est sous cette vidéo et tu recevras les modules complets qu'il faut pour sortir du jeu de victime ou du jeu de bourreau ou du jeu de sauveur dans lequel tu te trouves. C'était Myriam de Révolution de ta conscience. Au plaisir de vous revoir et à très bientôt. Ciao!